Alors, on a Samuel Churin qui est ici et on a Hassen Azem qui est là. Et alors, vous représentez, donc Samuel, tu représentes la coordination des intermittents et précaires. Et Hassen, toi, tu représentes le collectif des précaires de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel. Voilà, c'est ça. Donc, il va être question maintenant d'intermittence de l'emploi, de droit inconditionnel du chômage, au chômage. Et à mon avis, ça va certainement s'ouvrir sur d'autres champs, je pense. Hein, Samuel? Certainement. À mon avis, certainement. ça va aller plus loin. Commençons avec toi, Hassen. Merci. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici à Saint-Étienne. On a reçu vraiment un accueil très très chaleureux ce matin. Merci beaucoup pour cela. Avant de commencer, j'aimerais juste apporter une petite précision sémantique. Je vais reprendre mon ami Renaud concernant la doxa régnante dans la société d'aujourd'hui et qui est vulgarisée par cette caste politico-syndicaliste, à savoir l'emploi. C'est bizarre hein, que quand on parle d'emploi, demandeur d'emploi, Pôle emploi, offre d'emploi, tout est emploi, mais il y a le ministère du Travail. Il faut se poser la question pourquoi on ne l'appelle pas ministère de l'Emploi. Je me pose la question. Et moi, je le sais, j'ai ma petite idée. Parce qu'on veut vider de sa substance le travail en lui-même, déshumaniser la chose et créer donc cette doxa-là, à tout prix l'emploi, à tout prix le CDI. Or que, mais ça, je laisserai à Samuel Churin de développer davantage la chose. Moi, j'axerai mon intervention sur l'intermittence de l'emploi et surtout le collectif le CPHRE. Donc sa naissance a été faite pendant la crise sanitaire en mois de mars parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vide abyssal pour défendre nos droits. Il n'y avait personne pour défendre nos droits. On connaît tous les syndicats traditionnels, mais il n'y avait personne pour défendre les droits des intermittents de l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce collectif et on s'est lancé dans la bataille pour sensibiliser les gens, sensibiliser les concernés d'abord, sensibiliser les syndicats, sensibiliser les politiques sur cette réforme de l'assurance chômage que tout le monde connaît avec ses deux volets, à savoir le premier volet de novembre 2019 qui a durci de façon drastique les conditions d'accès à l'assurance chômage, et surtout le deuxième volet qui était prévu au 1er avril, repoussé au 1er septembre, et là ils l'ont repoussé jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine, qui prévoyait de durcir, mais de façon dramatique, l'indemnité journalière. Donc on s'est lancé dans cette bataille-là, pour demander tout simplement l'annulation de cette réforme de l'assurance chômage. On est parti à la bataille avec nos amis du monde du spectacle, on a fait des actions, mais malheureusement, Macron l'a bien dit dans son intervention en disant qu'on déclare la guerre au coronavirus. Nous, on s'est dit que Emmanuel Macron nous a déclaré réellement une guerre sociale, parce que pendant toute notre mobilisation, on a eu comme réponse de ce gouvernement que du déni, que du mépris et que de l'ignorance. Au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, il y a plus de 2 500 000 personnes qui sont dans l'intermittence de l'emploi, qui n'ont aucune mesure d'urgence. Aucune. Rien. Ni année blanche, ni un plan d'aide, ni absolument rien. Ni de chômage partiel, absolument rien. L'État, dans sa mission principale est de venir et de défendre le citoyen, il a laissé à la marge plus de 2 millions de personnes. On se considère comme étant des sous-citoyens parce qu'on a reçu l'écoute de personnes. À la fin, on a eu un entretien avec le ministère du Travail, avec le conseiller de Muriel Pénicaud, qui est Ferracci. Il nous a reçus, il y avait Samuel Churin, mais ça changeait en rien la chose. Ça changeait absolument rien la chose, parce que
la réforme de l'assurance chômage est devenue un dogme d'État. On peut bouger tout, on peut changer tout, mais ça, on ne le bouge pas et on ne le touche pas. Et ça, c'est inadmissible. Que l'État ne vienne pas en aide à des citoyens et qu'on laisse mourir et qu'on programme leur mort sociale comme ça, de cette façon-là, qu'on les laisse dans l'oubli le plus absolu, dans l'ignorance, dans le déni, c'est inadmissible. Inadmissible. Donc on a décidé, pendant tout ce temps-là, à fédérer toutes ces forces-là. Yann l'a dit tout à l'heure, il faut le faire davantage. Nous, on est parti à la rencontre de toutes les associations et tous les collectifs, les CIP, les guides conférenciers, l'OPRE et plein d'autres, hein, les gens du spectacle. On a lancé des actions de terrain que tout le monde certainement a vues. On a simulé notre mort sociale à Paris en étant en tenue noire, en portant le cercueil, en mettant un genou à terre. Et ça, l'apothéose de ce travail de sensibilisation et de vulgarisation, c'est d'avoir réussi à attirer l'attention des politiques avec le manifeste de la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui a été co-initiée par les CIP, le CPHRE et d'autres collectifs. On a réussi à attirer leur attention. Les politiques, dans leur majorité malheureusement, étaient dans l'ignorance la plus totale de notre condition, de notre situation. Ils étaient abasourdis quand on leur racontait la réalité du terrain. Ils n'arrivaient pas à croire que des personnes se retrouvaient sans le sou du jour au lendemain à cause de la crise sanitaire parce qu'il n'y avait pas de travail, qu'il n'y avait pas de chômage partiel, qu'ils n'avaient pas suffisamment de droits et qu'ils se retrouvaient, s'ils avaient de la chance, au RSA. Donc, on a réussi à capter leur attention, et on a réussi à les convaincre à signer plus de 100 signatures de personnalités diverses, entre politiques, sénateurs, entre députés, sénateurs et autres conseillers et autres personnes, à signer ce manifeste pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui a été clôturé par une conférence de presse à Paris. Et là, ça a été vraiment un succès parce qu'il y avait pas mal de députés qui sont venus, ils nous ont proposé leur aide. Samuel Churin a émis l'idée de lancer un comité de suivi à la rentrée sociale qui vient. Et c'est en bonne voie, je suppose. Ça a été repris par les députés. Samuel Churin vous en parlera parce qu'il est derrière l'organisation. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, ne dors pas Samuel, s'il te plaît. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est dès la rentrée de septembre, on verra déferler un massacre de désastres sociaux. J'en suis sûr et certain. Comment doit-on réagir à cela ? Est-ce qu'on aura suffisamment de force? Est-ce qu'on aura suffisamment de conviction pour fédérer les gens autour de nous? Parce qu'il n'y a que la rue qui parle. On a beau faire des conférences, on a beau faire de beaux écrits, on a beau faire des manifestes, mais si les gens ne descendent pas dans la rue, si les gens ne se mobilisent pas dans la rue, si les gens ne scandent pas leur colère dans la rue, rien ne changera. On restera entre comités ici à échanger des bons procédés, de bonnes idées entre nous, mais les révolutions, j'espère qu'elle ne va pas être sanguinaire, mais ça se passe dans la rue. C'est la force. Il faut sortir et c'est un bras de force. Il faut jouer avec ça. Il faut qu'on arrive à les faire plier. On a réussi à les faire plier. Hein. La crise sanitaire et la crise économique aidant, on a réussi à dégager Muriel Punico, on a réussi à dégager Ferracci, on a réussi à ce qu'il reporte le deuxième volet au 1er septembre, maintenant à la fin de l'année. Il faut que cette réforme soit annulée de façon claire, nette et précise, simplement. Tout simplement, voilà. Et parce que sans cela, des centaines de milliers de personnes vont se retrouver à la rue, et je pèse mes mots, dans mon entourage immédiat, je connais des personnes, Samuel les connaît, c'est des drames familiaux qui se sont déroulés et qui vont se dérouler si la situation commence comme ça. Mais en premier, on demande à ce qu'il y ait une mesure d'urgence pour ces personnes,
qui se retrouvent avec absolument rien du tout aujourd'hui. L'une des choses qu'on demande, c'est le gel de nos indemnités journalières. Ça, c'est de 1. De 2, essayez d'avoir, comme vous, nos amis du monde du spectacle, une année blanche. 3, essayez de créer une annexe spécialement pour cette intermittence de l'emploi spécifique. Et 4, qu'on arrête de se raconter des bobards. Il y a des compétences autour de nous. La France possède des compétences. Il faut qu'on réussisse à réunir toutes ces compétences-là, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient du monde du spectacle, de la restauration, de Pôle emploi, des politiques, qui se réunissent autour de la table et qu'on discute d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage une fois pour toutes et qu'on mette l'humain au cœur du projet et qu'on arrête comme je le dis toujours, à nous prendre pour des tableurs Excel et qu'on nous jauge, voilà, toi tu rentres dans la case, toi tu sors, toi tu rentres, toi tu sors, pour faire descendre la courbe du chômage. Je vais finir, je ne vais pas tarder parce que c'était juste un témoignage sur notre combat depuis le mois de mars. Je suis un novice dans la militance, pas comme certains depuis 30 ans. Et je passerai, je passerai la main à Samuel Churin en citant, c'est devenu vraiment un repère pour moi. Il m'a fait découvrir une personne et je vous invite vraiment à faire des recherches aussi. C'est très très passionnant. C'est un monsieur, c'est un grand monsieur. Il s'appelle Ambroise Croizat, le créateur de la sécurité sociale. Depuis que Samuel m'en a parlé avec les amis, Élise, Renaud, Claire, je suis tombé amoureux de ce personnage, sincèrement, parce que c'est un visionnaire, c'est un humaniste, c'est un vrai socialiste. Et je terminerai par une citation, comme ça on fera vraiment la jonction avec Churin, avec Samuel, avec Ambroise Croizat, le nouveau Ambroise Croizat. Alors, Ambroise Croizat disait « Ne parlez pas d'acquis sociaux, mais parlez de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais. » Qu'on se garde ça dans la tête. Pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le patronat est toujours à l'affût et ne désarme jamais. Voilà, je vous remercie. Peut-être des questions, non, pour vous voulez des questions Hassen maintenant ou à la fin, c'est comme vous voulez. Ouais, une petite question là. Oui. Là, regarde, Oui, il arrive, bien sûr. il arrive. Alors, une petite question naïve. Les intermittents de l'emploi, moi je connais un peu classiquement les gens des catering, mais qui d'autre en fait je me dis 2 millions de personnes, c'est énorme. Alors, oui, c'est. Qui sont-ils? Alors, je vais vous dire, quand vous prenez rien que l'hôtellerie-restauration, il y a tous les échelons de l'hôtellerie-restauration. Vous partez du commis de salle, le chef de rang, le demi-chef de rang, le maître d'hôtel, le premier maître d'hôtel, le commis de cuisine, le chef de cuisine, le sous-chef, le chef de cuisine. Vous prenez l'hôtesse d'accueil, vous prenez l'agent de sécurité, vous prenez le fleuriste. Quand vous faites un mariage, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Quand vous faites un mariage, donc vous prenez un traiteur pour faire un mariage. L'ensemble des personnes que le traiteur emploie, c'est des extras. D'accord? Le fleuriste qui va venir vous faire la prestation est un extra. Les musiciens qui vont venir vous faire la prestation, c'est des extras. L'hôtesse qui va accueillir vos invités est une extra. L'agent de sécurité, si vous avez les moyens de mettre des agents de sécurité, tout ce monde-là, c'est des extras. Il y a les guides conférenciers. On trouve des extras aussi dans le bâtiment, mais c'est spécifique, c'est un petit peu spécifique. On trouve des extras dans l'intermittence de l'emploi, dans l'administration. Dans l'hôpital, dans l'administration. Donc, c'est pas nous qui avons inventé ce chiffre-là de 2,5 millions, c'est l'UNEDIC, c'est exactement, voilà. Chômeurs de catégorie B et C. D'accord. Il y a la catégorie A, B et C, il y a une quatrième, je ne me rappelle plus, c'est D, je crois, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et voilà. Donc voilà, on n'invente pas des chiffres.
on ne les sort pas de nos têtes, c'est pas Hassen, c'est pas Samuel, c'est sourcé, c'est véridique, c'est Pôle emploi. Voilà. Oui, Yann. Juste pour compléter ta liste, il y a aussi des animateurs commerciaux. Exact. Exact. Les animateurs de foire, les animateurs animateurs commerciaux, effectivement. Voilà. Les enquêteurs mystères aussi, ouais, les gens qui. Il y avait même un vendeur de caravane avec nous dans le collectif. Il a ramené des personnes. Il y a les personnes qui jouent dans les cercles de poker aussi. Toutes ces personnes-là oui. Toutes les personnes qui travaillent dans les cercles de jeu, c'est des extras. Voilà. Donc il y en a partout des extras. On les appelle plus communément extras. Pardon ? Oui. Partout des extras. Partout. Et moi, ce qui m'embête, c'est quand je vous disais tout à l'heure, on est en contact avec des syndicats. Moi, ce qui m'a choqué, encore une fois, c'est d'avoir en face de moi un syndicaliste. C'est pas un syndicaliste encarté, tout simple adhérent, non. Un responsable syndical qui a l'obsession du CDI. C'est très très grave. Pourquoi je dis ça ? Parce que si à ce niveau-là, vous ne comprenez pas que l'économie du pays ne peut pas embaucher l'ensemble des travailleurs en CDI parce que l'activité ne le permet pas, c'est grave. Vous partez sur de mauvaises bases déjà pour aller négocier quoi que ce soit. D'accord ? Ça, c'est de 1. De 2, il y a aussi le choix personnel. Il y a des personnes qui ont choisi de façon claire d'avoir ce mode de vie. Ça leur convient, ils gèrent leur emploi de temps, ils gèrent... voilà. Donc, si ces deux paramètres-là, ils n'arrivent pas à les comprendre, c'est que moi, par exemple, je suis un maître d'hôtel. L'activité, elle n'est pas de façon continue pendant toute l'année. Il y a des périodes creuses. Il y a des périodes creuses pendant 1 mois, 15 jours, où il n'y a pas du tout d'activité. Donc, il est et en plus, je suis dans l'événementiel, je suis un maître d'hôtel, mais qui travaille dans l'événementiel. Donc, je fais les mariages, le banqueting, les séminaires, les festivals, comment on appelle ça les séminaires, les banquetings, voilà, tout ça. Donc, l'activité, elle est en dents de scie. Il est impossible que mon employeur, d'ailleurs, j'ai pas qu'un seul employeur, il est impossible que mon employeur m'embauche en CDI. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il n'emploie que des extras. Parce que quand il y a une demande, il fait appel à une brigade pour qu'ils viennent. Ils font la prestation, ils s'en vont. Voilà. Donc, qu'un syndicaliste n'arrive pas à comprendre ça et qu'il a cette obsession de l'emploi et qu'il parle plus de valeur travail, qu'ils disent il faut absolument que tout le monde soit en CDI, on est parti sur de mauvaises bases déjà pour aller négocier quoi que ce soit avec le gouvernement. Il faut que dans leur logiciel, il faut qu'ils fassent rentrer déjà ça pour qu'ils nous défendent mieux déjà. Je me suis retrouvé avec un syndicaliste en face de Ferracci, j'étais un petit peu virulent, c'est lui qui me disait de me calmer. C'est le syndicaliste qui me dit... Oui, c'est lui. C'est le syndicaliste qui me disait de me calmer, de baisser d'un ton. Mais non. Laisse Ferracci me dire « Hassen, t'es mal poli, t'es mal élevé, arrête de crier ou arrête de dire ça ou ça. » Mais c'est pas au syndicaliste de venir me dire « Baisse d'un ton et arrête de lui parler comme ça. » Donc il y a des vérités qu'on découvre malheureusement et on est choqué, mais il faut passer outre et il faut continuer le combat. Heureusement qu'autour de nous, voilà. Heureusement qu'il y a autour de nous, sincèrement, ça c'est voilà. Là, c'est un compliment que il n'y a pas que Samuel, mais toutes les personnes qui sont au fond là-bas, surtout Samuel, qui sont là et qui, mais vraiment sincèrement, je vous tire tous chapeau parce que l'humain, au fait, il est égoïste. Hein, tout le monde sait ça. Hein. Dès qu'il a quelque chose, il s'en fout des autres. Mais vous, non. Vous avez votre année blanche, mais vous continuez toujours le combat pour nous. Et ça, c'est tout à votre honneur. Je ne pense pas que si nous, le monde de l'hôtellerie-restauration, avions eu ça, on aurait fait ça pour vous. Mais je te rassure, voilà. En fait, on n'est pas majoritaire dans notre secteur, je crois. C'est-à-dire quand on voit la salle, on comprend bien le problème. Mais alors, moi, j'avais juste une question. Justement, tout à l'heure, tu disais que
quand vous êtes retrouvé à vous rendre compte que vous avez rien, vous n'aviez pas de parachute et tout ça, vous êtes dit qu'il n'y avait personne qui vous défendait. Ça veut donc dire que vous ne vous êtes pas dit que les CIP existaient, en fait. Je te dis ça parce que, en fait, c'est notre boulot au sein des CIP, et c'est une question qu'on s'est posée plein de fois en coordination nationale, c'est comment on fait pour sortir de notre secteur du spectacle, parce que dans beaucoup de régions, les CIP sont animés par des intermittents du spectacle. Alors, et en fait, ça veut dire que pour vous, ce n'était pas du tout une évidence que le collectif intermittent précaire vous concernait. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je reviens toujours à l'humain. L'humain, quand il est en situation de danger, il se regroupe entre eux pour se défendre. C'est le réflexe qu'on a eu. On était un petit groupe de 10 personnes, on a constaté ça, il y avait 2 personnes parmi nous qui se retrouvaient sans le sou du jour au lendemain. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Association, collectif, on va aller voir un syndicat. Aucun syndicat ne défendait l'intermittence de l'emploi, les extras. La CIP, on ne connaissait pas. C'est ça, On ne connaissait pas du tout. Une personne nous a parlé de CNIP. Et quand je tape CNIP sur Internet, il y a l'extrême droite qui ressort. Voilà. Donc, on a dit non, ça non. Mais par la suite, bien entendu, une fois que le collectif a été créé, on n'allait pas rester tout seul. Il fallait un renfort de choix et de qualité. J'ai fait des pieds et des mains pour rentrer en contact avec Samuel. Et depuis, on travaille la main dans la main. Voilà. Soudés comme ça, on fait tout ensemble. Voilà. Pas tout, ouais, pas tout. Si vous n'avez pas d'autres questions, je passe la parole à Samuel et je vous remercie encore une fois. Non, mais pour faire le lien, ça va être assez simple, parce que je vais rebondir aussi sur ce que tu disais, Yann. C'est-à-dire que là, on voit tout à fait l'expression d'une discrimination positive pour les intermittents du spectacle. Ce que moi j'ai appelé le décret de la honte, à savoir notre prolongation jusqu'au 31 août 2021 et eux prolongés simplement jusqu'au 30 mai 2020, faisait donc une discrimination positive entre ceux qui jouent du Racine ou font des films ou font techniciens sur des plateaux de cinéma ou de théâtre et ceux qui sont intermittents de la restauration. Et ce que j'ai noté, c'est que, et c'est pas du tout pour te stigmatiser, Yann, mais c'est que toi aussi tu fais une discrimination positive en disant attention, j'ai toujours dit, vous intermittents du spectacle, vous n'êtes pas demandeurs d'emploi, vous êtes des professionnels du spectacle. Alors, je pourrais dire, lui c'est un professionnel de la restauration. Bon, de la même manière. Hein. Et je pourrais dire que celui qui t'a dit qu'il refusait son travail est comme un cas que je connais dans les territoires zéro chômeur, qui lui sa passion c'est de faire des maquettes. Moi je pourrais dire c'est un professionnel de la maquette. Voilà. On peut toujours moralement qualifier les choses de cette façon-là. Donc, si on écarte la morale, je sais que je vais me répéter beaucoup pour ceux qui m'ont déjà beaucoup entendu, mais effectivement, il faut revenir à l'histoire des annexes 8 et 10. Ces annexes n'ont pas été pensées, créées au nom de la culture ni de l'art, mais au nom de la discontinuité de l'emploi. Voilà. Et il faut revenir à ça, parce que c'est une obsession, mais si on ne revient pas à ça, on ne comprend pas. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom de l'art et de la culture qu'on a inventé les annexes 8 et 10, c'est au nom de la discontinuité de l'emploi. C'est bien pour répondre à un problème de discontinuité. Parce que, comme tu le sais, comme vous le savez, le régime général d'assurance chômage n'est pas fait, n'est pas pensé pour indemniser des gens qui ont des contrats gruyères. Il est pensé pour des gens qui sortent de l'emploi stable. Et là, les règles sont bien pensées. En revanche, pour ceux qui ont des contrats comme nous, de 1 jour, 2 jours, des contrats déterminés dits d'usage, eh bien, on a constaté qu'il fallait des annexes au règlement pour adapter l'assurance chômage à nos pratiques d'emploi. Et donc, on a véritablement organisé un principe génial de flexi-sécurité, à savoir d'une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Il est là l'enjeu. Il est là l'enjeu. Et effectivement, à chaque fois qu'on entend parler d'intermittents du spectacle au nom de l'art et la culture, c'est une... Tu as dit tout à l'heure le mot statut, donc je m'inscris en faux. Ce n'est surtout pas un statut. C'est tout sauf un statut. On est salarié, ça on a un statut. Mais
nous bénéficions d'un régime spécifique d'assurance chômage. Comme il bénéficiait avant de l'annexe 4 d'un autre régime spécifique d'assurance chômage qui était aussi pensé pour la discontinuité, mais pour une discontinuité qui était un peu différente de la nôtre, à savoir des contrats plus longs avec un trou et un contrat plus long et avec des trous, moins de gruyère. Alors comment on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce qu'on nous raconte des bêtises. Et on nous raconte des bêtises tout le temps. Et l'histoire a un sens. Et l'histoire a un sens aussi au niveau des mots. On entend parler de plein emploi en permanence, alors que je ne cesse de le répéter, mais le plan d'emploi n'existe pas et n'a jamais existé. Hein. Dans les années 60, dans les années 50, le plein emploi était un plein emploi fictif, puisque la moitié de la population, à savoir les femmes, n'étaient pas employées, elles travaillaient beaucoup, mais n'étaient pas employées. Et là, effectivement, il faut faire les différences entre travail et emploi. Hein. On a coutume de dire que nous travaillons tout le temps, mais que nous sommes employés de temps en temps, si on considère que l'emploi, c'est bien le travail sanctionné par une fiche de paye. Alors, si vous enlevez tout le travail hors emploi, je vous assure que la France s'écroule. Hein. Toutes les mères de famille qui ont élevé leurs enfants, je parle des mères de famille, parce que maintenant il y a les pères de famille, mais à une époque où les mères de famille élevaient leurs enfants pendant que l'homme était en emploi, faisaient un travail énorme mais n'étaient pas employés. Bon. Tous les étudiants, là en ce moment, j'estime que je travaille. Voilà. Et si, je ne sais pas si le député est là, non, il n'est peut-être pas là, lui en revanche, il serait employé. Vous voyez, un député, c'est sa fonction. Il est député, il est payé, il a un forfait. Et s'il était là, je pourrais dire que lui, il en emploie. Quand j'ai fait un Tout peut arriver avec Denis Robert sur le média, j'ai oublié de lui dire, mais je lui dis, tu vois, là, on est dans deux situations différentes. A priori, là, je travaille plus que toi parce que c'est moi qui réponds à tes questions. Mais des deux, toi, tu es employé parce que c'est ton job de journaliste. Et moi, je suis au travail, mais je ne suis pas employé. Bon. Donc après, il s'agit évidemment de faire reconnaître ce travail hors emploi, ce qu'on a appelé la face cachée de l'iceberg, etc., etc. Et effectivement, on est parti du postulat que, comme le disait Hassen, qu'il n'y avait point d'horizon en dehors du CDI. Et ça, c'est hélas, les partis politiques se sont construits autour de cette idée, les syndicats se sont construits autour de cette idée. Donc le CDI, le CDI, le CDI. Et alors, on admet moralement, puisque oui, c'est encore de la morale, on admet moralement qu'une compagnie de théâtre ou qu'une production de cinéma, on admet moralement, tout à fait admis, que ces gens-là, qui sont des patrons, évidemment, on admet que ces gens-là puissent employer des gens pendant 3 mois et pas le reste de l'année. On l'admet. Alors moi je pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne l'admet pas pour le directeur du Martinez à Cannes ? Le festival de Cannes a lieu 1 fois par an, eh bien on peut effectivement penser que les 250 permanents qu'il a, mais les 1000 intermittents dont il a besoin qu'1 semaine par an. Et lui, c'est pas plus un salaud que le directeur de compagnie ou que le directeur de production. Non, c'est pas plus un salaud. C'est qu'effectivement, quand le nôtre dit « moi je constate l'afflux et que c'est le vendredi, le samedi que j'ai besoin d'extra pour mes banquets et j'en ai pas besoin le lundi, mardi, mercredi », le nôtre, c'est pas un salaud de patron. Ou alors, tous les metteurs en scène qui emploient des gens dans cette salle sont des salauds de patron. Voilà. Et donc, il faut arrêter ces différences qui sont simplement des différences morales et qui n'ont aucun sens. Là, on est arrivé à un stade qui est un stade ultime. Avec ce délire de l'emploi à tout prix et du plein emploi, on arrive, je le répète toujours, cette histoire où le journal Le Monde m'avait demandé, parce que j'avais analysé le programme de tous les candidats en 2007, et vous l'aurez aussi en 2022, ce sera pareil. Tous les candidats, tous, à la présidentielle, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ont tous une recette pour l'emploi. Tous, ils ont leur baguette magique. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes recettes, on est d'accord. On est d'accord que Marine Le Pen qui dit on vire les étrangers, on garde les Français, on va résoudre le problème de l'emploi, ce n'est pas exactement les mêmes recettes que interdiction de licenciement et puis réduction du temps de travail. On est d'accord, je ne mélange pas les choses. N'empêche qu'ils ont tous des recettes pour l'emploi. C'est-à-dire que moi, Mélenchon, président de la République, vous aurez tous un emploi grâce à des objectifs que je vais donner.
D'accord. Même si, encore une fois, de ce côté-là aussi, François, Ruffin et les autres commencent à muter. Voilà. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même des problèmes et qu'en faisant ça, avec la roue to roue et ses réductions du temps de travail, etc., au mieux, au plus grand maximum, on crée 1 million d'emplois. Au mieux. Il resterait quand même 5 millions de chômeurs. Donc on en fait quoi? On en fait quoi des 5 millions de chômeurs qui restent après avoir réduit le temps de travail, après avoir tout fait bien? On en fait quoi? On le traite ou on ne le traite pas? On dit ces gens-là sont voués à être mis à la poubelle ou enfin on en fait quoi? Et là, on peut effectivement se poser la question du dogme de l'emploi à tout prix. La France met 100 milliards d'euros par an, 100 milliards d'euros, enfin 140 milliards pour les politiques de l'emploi, donc 40 milliards pour l'assurance chômage et 100 milliards pour l'emploi à tout prix. 100 milliards pour l'emploi à tout prix, c'est l'exemple que je raconte toujours, c'est qu'on va filer du fric à Alstom pour créer un TGV qui ne sert à rien, puisque le TGV sur la ligne sud, qui est une ligne TER, pour créer un truc qui ne sert à rien, et pour financer des emplois qui servent à rien, ou des emplois inutiles, ou des emplois polluants, et avec le chose délirante que tout le monde a laissé faire. Le CICE, plus de 40 milliards d'euros, hein. Donc ça c'était le plan Hollande-Macron, enfin voilà. Et alors, imaginez que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris 40 milliards d'euros dans la poche des Français et on les a directement donnés aux chefs d'entreprise, aux actionnaires et aux dividendes. Donc, si on présente ça comme ça, on dit « mais non, ils sont fous, les gars !» Et tous les Français, on les fait faire ça. Grâce à un mot, grâce à un seul mot. Ah, grâce à ce plan-là, on va créer de l'emploi. Et avec le PIDS de Pierre Gattaz, 1 million d'emplois qui a suffi à faire avaler la couleuvre. Donc, maintenant, on sait, on a créé 0 emploi, 0. Et les 40 milliards d'euros ont été pris dans la poche des Français pour aller directement agrandir les marges des entreprises, des actionnaires et des patrons. Bien. Combien de temps allons-nous laisser faire ça? À chaque fois qu'on parle d'emploi à tout prix, je ne suis pas contre l'emploi, je dis à chaque fois qu'on parle d'emploi à tout prix, on prend l'argent aux gens et on le donne aux employeurs et aux actionnaires. Alors, il ne faut pas parler d'emploi. Il faut parler salaire. Il faut parler salaire. Et Darmanin l'a bien compris, puisqu'il y a encore un mois et demi avant qu'il soit nommé ministre de l'Intérieur, elle a dit surtout pas augmenter les salaires parce que ça diminuerait l'emploi. Donc, il a bien compris, lui. Lui, il a bien pigé, mais à l'envers. Il faut évidemment parler de salaire. Et évidemment, parler de droits attachés à la personne déconnectée de l'emploi. Donc là, je vais développer un petit peu. Effectivement, Hassen en a parlé. Ambroise Croizat est un génie. Quand il développe la sécurité sociale, il ne se dit pas, on va affecter ça à l'emploi, etc. Non, il crée des droits inconditionnels attachés à la personne. Et donc, si on fait le parallèle, on n'imaginerait pas quelqu'un, parce qu'il n'a pas de droit, ne pas se faire soigner. Donc, effectivement, au niveau du Covid, le clochard a été soigné. Il n'avait pas besoin d'emploi. Mais au niveau de la crise sociale, le clochard ne touchera pas d'assurance chômage. Et Hassen ne touchera pas d'assurance chômage. Donc, on peut, si on associe les deux, comme tout à l'heure Renaud l'a fait, on peut dire, mais quelle est cette folie qui fait que on pourrait... Comment est-ce qu'on pourrait accepter, par exemple, qu'un futur président dise « Moi, président de la République, je ne m'occupe pas de la sécurité sociale parce que moi, avec moi, président de la République, il n'y aura plus de malades. » C'est ce qu'ils disent. « Moi, président de la République, il n'y aura plus de chômeurs. Moi, président de la République, il n'y aura plus de chômage. Donc, à ce nom-là, je n'ai pas besoin de m'occuper de l'assurance chômage puisqu'il n'y aura plus de la sécurité sociale puisqu'il n'y aura plus de malades. Donc, moi, président de la République, je n'ai pas lieu de m'occuper de l'assurance chômage puisqu'il n'y aura plus de chômeurs. » Et donc, on atteint ce degré de folie où tout le monde laisse faire, même si ça commence à rentrer dans les têtes d'une manière, je trouve, assez intéressante. Plus l'extérieur du salariat classique est une horreur, plus le lien de subordination, le lien qui lie l'employeur au salarié, est tendu. À savoir que celui qui est en CDI... On lui dit, si tu n'es pas content, tu dégages, et il y en a 200 qui veulent ta place.
Et donc chacun s'accroche à son emploi, même son emploi pas voulu, même son emploi subi, même son emploi pénible, et il n'a pas le choix de dire non, alors que nous avons le choix de dire non, un peu plus. Il n'a pas le choix de dire non, parce que l'assurance chômage, c'est l'horreur. Imaginez un monde où l'assurance chômage, c'est pas l'horreur. Un mec peut dire non, ton job de merde, je fais pas ou je le fais pas à ce prix-là. Et quand on dit que les intermittents du spectacle sont en laboratoire, je répète toujours qu'il faut analyser les conséquences de 2003. Donc 2003, pour rappel, durcissement des critères d'accès pour les intermittents du spectacle. En gros, on passe de 12 mois à 10 mois, 10 mois et demi sur un technicien artiste. Et c'est quoi les conséquences? Première conséquence, baisse généralisée des salaires. Parce que là, les employeurs de nos secteurs, ils ont beau être sympas, ils ont beau être cool, ça doit être nos copains, ils ont bien compris qu'il y avait là un enjeu important de renouveler ses heures rapidement. Et quand vous avez moins de temps pour renouveler vos heures, eh bien, l'employeur peut vous employer à un moindre tarif, et si pour vous c'est essentiel, vous êtes obligé d'accepter le job, même si vous ne l'aimez pas, pour gagner le paquet d'heures qui va faire votre renouvellement. D'où tous les comédiens qui vont faire de la figuration, même s'ils n'ont pas envie de la faire, pour finir leurs heures. Donc vous comprenez bien que là c'est un enjeu majeur. Si demain on dit les intermittents du spectacle, ils n'ont que 50 heures à faire par an, moi j'en connais beaucoup qui ne vont pas se faire chier sur les plateaux à faire de la figuration ou faire des jobs de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là effectivement il y a un enjeu majeur pour le MEDEF et pour les employeurs. À savoir que réduire les droits au maximum pour que les gens en activation, qu'on va réactiver, acceptent n'importe quel job à n'importe quel prix. Et qu'on se retrouve qu'en Allemagne ou comme en Allemagne ou en Angleterre, à cumuler, je ne sais pas, combien de jobs, et ce qui leur arrive, c'est ça. C'est qu'on leur dit, OK, on vous a mis au régime général, maintenant on va durcir vos droits, puisque je rappelle que la réforme de l'assurance chômage dont parlait Hassen, la réforme 2019 qui ne touche qu'au régime général, ne cible que les intermittents de l'emploi, puisque les gens qui sortent de l'emploi stable, ça ne change rien pour eux. En revanche, les gens qui cumulent salaire et assurance chômage, par un calcul de l'indemnisation très différent, fait qu'ils vont sortir avec une indemnisation qui est proche du RSA. Donc tous ces gens-là, entre leurs jobs, on va les inciter à trouver d'autres jobs. Hein, je sais pas, moi, à Seine, il va passer du Ritz à, je sais pas, à McDo, ou alors pour la mairie de Paris, à faire traverser les mômes et piétons, etc. Enfin, trouver des petits boulots, comme certains en Angleterre, après 3 jobs, ils cumulent même pas un SMIC, pour effectivement... Et là, c'est super, parce que là, c'est du travailleur à pas cher, c'est super, qui est obligé d'accepter n'importe quel boulot parce qu'ils n'ont pas de droit. Donc vous comprenez l'importance des droits. Et donc effectivement, en coordination nationale, l'évolution de la coordination nationale des intermittents précaires, ça a été d'abord en 2003, quand on a écrit ce qu'on appelle le nouveau modèle, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait que protester, on a écrit des propositions. La première chose qu'on a faite en 2003, c'est qu'on a pété la liste de métiers. On a dit OK, l'intermittence, on garde les critères d'accès, 507 heures 12 mois, mais pour tous les intermittents de l'emploi. Hein, parce que déjà, à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi celui qui est au catering, comme là, un cas d'une jeune femme qui m'a beaucoup écrit et qui j'ai relayé avec la bande de la pétition du Monde, Jeanne Balibar et Azanavicius et compagnie, et ils ont été très intéressés par son cas. C'est le cas d'une jeune femme qui travaille sur des tournées, Patrick Bruel, M. Pokora, machin, au niveau des catering. Okay, donc elle est payée par une boîte de catering, donc de restauration. De fait, sur un plateau de cinéma, elle fait le même job que le régisseur. Il y a des régisseurs sur le plateau de cinéma qui passent leur temps à faire des sandwichs, voilà, mais qui, eux, ont la chance d'être payés directement par la boîte de production. Et donc, comme ils ont le bon employeur avec le bon code APE, eux sont de l'annexe 8. Elle qui fait exactement le même job, mais comme elle est employée par une boîte de restauration et pas par une boîte de production de cinéma, elle, là, elle n'a pas prolongation jusqu'au 31 août, comme ses collègues qui font du catering employés directement par les boîtes de prod. Elle n'a pas prolongation jusqu'au 31 août, elle n'a plus de droits et elle dépend du régime général. Donc, ça, c'est un exemple, machin, mais de toute façon, encore une fois, discontinuité, droit à la discontinuité. Et donc, en 2003,
on a aboli la liste de métiers. Et puis en 2014, quand on s'est réunis, on s'est dit, mais ça devient de plus en plus délirant. Il y a des gens qui n'ont pas de renouvellement, qui sont à 480 heures, machin. On s'est dit, bah voilà, on va abolir les critères d'accès. Et donc, on est arrivé à un modèle qui propose une assurance chômage inconditionnelle. C'est-à-dire qu'avec 0 heure, bah, vous avez des droits au chômage, vous touchez le SMIC. Ce qui revient un peu à un salaire à vie, pas un peu, ce qui revient à un salaire à vie, sauf que dans les solutions de Bernard Friot sur le salaire à vie, c'est des solutions où tout le monde est fonctionnaire, c'est une immense usine à gaz, et surtout, ça ne s'appuie pas sur quelque chose d'existant. C'est pas du tout pour critiquer Bernard, qui est un génie. Mais au niveau des solutions, c'est vrai que ces solutions, elles sont très lointaines. C'est-à-dire que d'ici à ce que tout le monde soit fonctionnaire, que les employeurs mettent dans un pot commun, etc., c'est du délire. Alors que s'appuyer sur l'existant, finalement, l'existant, il est là. Hein, la caisse d'assurance chômage, elle est là. Hein. Et pour parler du budget, je parlais des 100 milliards d'euros dépensés à l'emploi à tout prix, bah, s'ils étaient dépensés en salaire, déjà, je vous assure que ça dégage des marges. Hein. Au lieu de dépenser en emploi, dépenser en salaire, ça dégage des trucs. Et puis, à propos de, et j'en finirai là-dessus, à propos de Pôle emploi, je voudrais dire 2 choses. Je voudrais dire que contrairement effectivement à ce qu'on croit, au moment où il y avait encore les cotisations, ce n'était pas la CSG, les cotisations étaient toujours largement supérieures à l'indemnisation, ce qui faisait le fameux déficit de Pôle emploi. C'est le fait que l'État, au fur et à mesure, se décharge, puisque l'ANPE, normalement, c'était l'État qui devait financer la NPE, et on a dégradé ce financement pour basculer sur la cotisation. Donc on a fait ça, et puis on a cessé de faire des baisses de cotisation, que le MEDEF appelait des baisses de charges. Hein, je rappelle toujours qu'en 2000, l'assurance chômage était largement excédentaire, et puis on prévoit soi-disant moins de chômage, et alors le MEDEF dit oui, les prévisions de moins de chômage, donc on va baisser les charges, donc baisser les cotisations, donc vous baissez les recettes, et puis vous augmentez les dépenses parce que finalement, il n'y a pas eu moins de chômage, il y en a eu plus. Et donc vous créez un déficit que vous avez créé vous-même en baissant des cotisations et en augmentant des dépenses. Et puis ensuite, effectivement, Macron, pour reprendre la main sur l'assurance chômage, décide de la CSG. Donc dit, les cotisations salariales hors intermittents du spectacle, on les abolit. C'est la CSG qui va financer l'assurance chômage, donc l'impôt. Et donc nous, État, ça nous permet de pouvoir négocier avec les syndicats, de reprendre la main, comme a fait Pénicaud, et pour la première fois dans l'histoire, de rédiger eux-mêmes une réforme. Donc ça, c'est pas les syndicats, c'est pas le MEDEF qui l'a rédigé, c'est eux, de faire encore pire que le MEDEF. Hein. Et pour donner un bémol à ce que tu disais, Yann, oui, c'est vrai que les retraités devaient payer de la CSG sur l'assurance chômage, mais il y a eu l'histoire des Gilets jaunes. Et ok, je soutiens les Gilets jaunes, hein, attention. Mais pour répondre aux demandes des Gilets jaunes et des retraités, ce qui s'est passé, et j'en terminerai là-dessus, et c'est comme ça aussi qu'on construit un déficit supplémentaire. Alors, rappelez-vous l'histoire. Il y a des cotisations qui sont uniquement assises sur les salariés du privé. Donc, de manière originale, les fonctionnaires ne cotisent pas et les retraités ne cotisent pas. Pour l'assurance chômage, je parle, pour l'assurance chômage. Et puis Macron dit, on va faire de la CSG. Et je retire les cotisations. Donc il retire les cotisations, donc moins de recettes, et il les remplace par des points de CSG en plus. Donc maintenant, effectivement, les profs cotisent de fait pour l'assurance chômage à travers l'impôt, à travers la CSG. Et il augmente donc les points CSG pour les retraites. Mais là, il y a les gilets jaunes et les retraités gueulent. Ils disent, putain, nous, on n'y arrive plus. Et donc, dans les annonces Macron, en plus de la prime de 100 € par mois, il dit, pour les retraités, donc pour les profs, ils l'ont, la CSG. Pour les retraités, je redescends la CSG au niveau d'avant. Donc, en fait, en faisant ça, il ne compense pas les recettes précédentes. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y avait les cotisations, il est compensé par une augmentation de CSG, et tout d'un coup, suite à une revendication légitime, certainement des retraités, surtout des petites retraites qui sont dans la merde, et donc, pour leur faire plaisir, il remet la CSG au point d'avant, et donc ça fait des recettes en moins pour l'assurance chômage, puisqu'il disait compenser par ça. Et donc là, effectivement, on se retrouve à un endroit où ils disent « Ah, il faut faire des économies, on va faire 4,5 milliards d'euros d'économies, parce qu'évidemment, il n'y a plus assez d'argent. » Bah oui, il n'y a plus assez d'argent. Et là, on tape sur qui? Sur les plus fragiles.
sur eux. Voilà. Il faut arrêter ce dogme de l'emploi à tout prix. Il va y avoir 1 million de chômeurs supplémentaires. Il faudrait absolument trouver une solution pour assurer des salaires, des revenus, absolument tous les précaires de ce pays. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays. Et il faut absolument, à l'instar d'Ambroise Croizat, de créer des droits qui sont déconnectés de l'emploi et attachés à la personne. Quand je dis déconnecté de l'emploi et attaché à la personne, hein, ce n'est pas le compte personnel d'activité que Mial El Khomri a fait croire que c'était attaché à la personne. Non, le compte personnel d'activité sont bien des droits attachés à l'emploi, à savoir plus vous êtes employé, plus vous rechargez votre petit compte formation, hein, ce qui est complètement aberrant, parce que ceux qui sont les plus employés, c'est eux qui ont le moins besoin de formation. Hein. Donc, des droits attachés à la personne déconnectés de l'emploi, c'est bien des droits dont l'emploi n'a ne rentre pas dans les paramètres pour acquérir des droits. Hein. Et c'est de ça qu'il faut parler. Et effectivement, il faudrait une assurance chômage inconditionnelle, attachée à la personne, déconnectée de l'endroit. À chaque fois, je dis, excusez-moi, c'est la fin, mais parce que par rapport à ce que disait Yann, ce qui est intéressant, ce que tu disais, et en fait, c'est le contraire de ce que tu dis, mais tu as raison sur le fond. L'enquête de Mathieu Grégoire sur l'assurance chômage montre qu'hélas, maintenant, on est dans l'épargne. C'est-à-dire que je vous renvoie à la dernière enquête de Mathieu Grégoire Claire Vives sur 50 ans d'assurance chômage. Remarquable enquête. Avant 92, on était évidemment on était dans l'assurance. Et nous sommes intermittents du spectacle encore un peu dans l'assurance. Et je vais vous montrer quand même la différence. C'est que nous, on est d'accord qu'on cotise 507 heures, on a le droit à 1 an de droit. Au régime général, il y a parité. Hein, vous cotisez 1 an pour percevoir 1 an. Vous cotisez 2 ans pour percevoir 2 ans. Effectivement, après, c'est limité à 2 ans. C'est limité à 2 ans ou 3 ans maximum à plus de 54 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, c'est pas vous cotisez 3 mois, vous percevez 3 mois. C'est vous avez 507 heures, vous percevez potentiellement pendant 1 an. En tout cas, vous êtes couvert pendant 1 an. Avant 92, il suffisait de faire très très peu d'heures pour avoir l'assurance chômage. On estimait qu'effectivement, c'était ceux qui étaient le moins employés qui devaient être le plus couverts par le risque. Et ceux qui étaient les mieux employés qui devaient de fait couvrir le risque. Maintenant, on est de plus en plus dans l'idée d'épargne. À savoir, vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez. À savoir, on est de plus en plus, Mathieu Grégoire le montre très bien dans ses études, dans une idée d'épargnant, où effectivement le cadre supérieur va toucher, qui sort du chômage, va toucher évidemment bien plus que le salarié ultra précaire, qui lui en aura peut-être plus besoin, mais qui, parce qu'il n'aura pas épargné autant que l'autre, va toucher beaucoup moins. Et donc on est beaucoup moins dans l'esprit de l'assurance sociale, mais beaucoup plus dans l'esprit de l'épargne. L'enquête est très claire et très lumineuse sur l'évolution du système d'indemnisation de l'assurance chômage, où Mathieu montre que, quelles que soient les réformes, pour celui qui sort d'un CDI, ça n'a quasiment pas changé pour lui. Quelles que soient les réformes. En revanche, ce qui s'est énormément dégradé, c'est pour tous les gens qui avaient le plus besoin de ce risque dont on parle, à savoir durcissement des critères d'accès, etc. Donc pour tous les gens qui ne sont pas dans l'emploi stable, eux, réforme après réforme, ça n'a pas cessé, les droits au chômage n'ont pas cessé de se dégrader. Et l'étude est lumineuse à ce niveau-là, lumineuse. Et ils sont de plus en plus nombreux, puisque, et là ce sera la dernière phrase, vraiment la dernière, on fait focus sur les chômeurs de catégorie A, qui en fait sont en très faible évolution, puisqu'on est passé en gros de 3 100 000 à 3 300 000 en 25 ans, alors que les chômeurs de catégorie B et C, donc ceux qui cumulent assurance chômage et boulot, ont explosé, puisqu'on est passé de 500 000 à 2 500 000 personnes en 25 ans. C'est cette catégorie-là qui a augmenté de 2 millions de personnes, qui a explosé, et c'est cette catégorie-là qui est systématiquement la cible de toutes les réformes. La seule exception à la règle sont les intermittents du spectacle,
qui ont réussi à obtenir un retour en arrière avec effectivement un système qui est beaucoup plus redistributif et qui est beaucoup plus assurantiel et moins épargnant, puisque effectivement le système de droit de tirage de 243 jours, le système capitalisé, était beaucoup plus un système épargnant que le système maintenant, qui fait qu'on ouvre des droits avec simplement 3 mois de cotisation, on ouvre 1 an de droit. Voilà. Bravo Sam, bravo, magnifique. Si vous permettez, avant que vous posiez des questions à Samuel, je vais rajouter 2 ou 3 petits points que j'ai omis sciemment tout à l'heure de citer, mais que je vais citer maintenant. Je vais reprendre la remarque qu'a faite Yann tout à l'heure en disant qu'en 15 ans de travail à Pôle emploi, il n'a jamais fait de radiation à part 2 pour cas graves ou un truc comme ça. Moi, je te dirais que l'État s'en charge des radiations. Il n'a pas besoin des agents de Pôle emploi pour le faire. La preuve en est. Ces politicards ont instauré des politiques insidieuses et ils ont des journaleux bien déterminés sur les chaînes d'infos que tout le monde connaît pour bien diffuser leur propagande et vulgariser leur discours et leurs éléments de langage. Je vais vous donner un exemple très concret. La réforme de l'assurance chômage de 2019, son premier volet, qui est passé en novembre, rien que ce volet-là, a fait disparaître chaque mois, a fait mettre dehors chaque mois 20 000 personnes, chaque mois, depuis la mise en place de ce premier volet. Je vous laisse faire le compte depuis le mois de novembre, on est quoi aujourd'hui? C'est des centaines de milliers de personnes qui sont out de l'assurance chômage. Et ils ont trouvé le moyen, avec la pression qu'on a fait, tous ensemble, hein, qu'ils soient politiques, journalistes, médias, vous, militants et tout, de repousser donc ce deuxième volet jusqu'à la fin de l'année, mais ils ont trouvé le moyen de nous créer un monstre hybride. Quand on gèle une réforme, on la gèle de façon totale, entière. On ne prend pas la convention de 2017 et celle de 2019 et faire un monstre hybride comme ça, où on laisse toujours, même avec ça, on laisse toujours sur le carreau des centaines de milliers de personnes. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Castex a prononcé en disant qu'à partir du 1er août, pour ouvrir des droits et pour qu'on se fasse recalculer ces droits, il fallait avoir 650 heures. Quid des personnes qui n'ont pas travaillé parce qu'ils prennent en compte que les contrats après 1er août. Donc quid des personnes qui n'ont pas travaillé avant le 1er août et qui n'ont pas suffisamment de droits? Eh bien, ils se retrouvent toujours sans le sou. C'est-à-dire c'est toujours les précaires et encore les précaires qui payent et qui le payent très très cher. Ça c'est de 1. De 2, toujours ce gouvernement, le mépris de ce gouvernement envers cette population. Ils ont mis sur la table 18 milliards d'euros, qu'ils appellent eux plan Marshall pour sauver le tourisme. 18 milliards d'euros, c'est pas 2 centimes, c'est 18 milliards. Aucun centime par contre là, aucun centime pour ces 2 500 000 personnes. Aucun. Absolument aucun centime. Et le comble, moi je vais parler de mon cas personnel avec mes amis, je suis dans l'hôtellerie-restauration, je travaille beaucoup plus dans les hôtels sur la région parisienne, spécialement à Paris, au centre de Paris. Le gouvernement a prolongé le chômage partiel à tous les hôteliers jusqu'à la fin de l'année. Un hôtel de haut standing, il faut savoir qu'il a à peu près 500 employés. D'accord? Tous réouvrent à partir de la mi-septembre ou fin septembre. Et tous vont appliquer ce chômage partiel. Ça veut dire quoi? Comment il s'appelle le public? Un lease fait partie d'un hôtel, des 500 employés en CDI, eh ben, elle va travailler une semaine sur 2 ou une semaine sur 3. C'est-à-dire que tous les extras que cet hôtel emploie, et septembre c'est vraiment le pic de la saison jusqu'aux fêtes de fin d'année, eh ben, les extras ne viendront pas travailler. Parce que là où il n'y a pas d'activité,
eh ben, on va ramener les personnes de l'hébergement, ils vont aller faire de la restauration, ceux du stewarding, ils vont aller faire je sais pas quoi, et voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai aucun contrat. Absolument aucun contrat. Je peux me considérer chanceux parce que j'ai des indemnités journalières, mais jusqu'à quand? Mais ceux qui n'ont rien, mais absolument rien, on a un cas typique dans notre collectif, il s'appelle Xavier, il a fait des témoignages sur envoyé spécial et tout, et s'est retrouvé sans le sou, avec une famille. Il n'a pas de quoi remplir le frigo. Et ce gouvernement continue à l'ignorer, continue à l'insulter en lui disant que tu es un vaurien, on s'en fout de toi. Et il y en a des milliers comme ça. Ils évitent d'en parler, on a eu des difficultés à trouver des témoignages pour des journalistes, parce que, pour une simple raison, il y a la dignité humaine. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça se sache autour d'eux. Ils veulent traverser cette période dignement. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver des personnes qui témoignent à visage découvert pour les journalistes. Mais à coup sûr, on a des témoignages où il y a ces personnes-là qui se retrouvent sans le sou et qui sont dans une totale précarité. Une précarité mais vraiment inextricable. Et espérons que ça ne va pas, comme je l'ai dit à Ferracci, espérons que ça ne va pas déraper au mois de septembre, sincèrement, qu'on reste civilisé, qu'on s'indigne et qu'on sorte dans la rue, mais qu'on soit civilisé. Moi, je ne peux pas lui assurer ça à partir du mois de septembre parce que les gens n'attendent que ça. Merci. Ce que dit Hassen, c'est intéressant sur la honte. Parce que c'est une chose aussi que je développe, c'est que effectivement, si la lutte est compliquée pour les chômeurs, c'est qu'ils ont honte. On leur a fait comprendre que c'était honteux d'être au chômage. Vous prenez un repas de famille, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous faites. S'il est chômeur, il ne va pas dire je suis chômeur. Il va dire je suis menuisier. Et s'il retrouve un job, même un job de merde, il va être fier de dire ouais, mais je fais ça. On va dire ouais, c'est bien. Même s'il retrouve un boulot totalement inutile, complètement con, où il trie les patates petites le matin, moyenne l'après-midi, ou les remet ce soir, un boulot qui n'a aucun sens, où il ne sait même pas pourquoi il le fait, c'est pas grave. Ce sera mieux qu'être au chômage. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la réactivation des chômeurs, ce qu'une certaine gauche a inventé, dans ce truc totalement réac des territoires zéro chômeur, où en fait on les force à bosser, ils ne savent pas pourquoi ils bossent, et où ces gens-là sont souvent au travail, parce qu'effectivement ils font partie d'associations, comme le cas j'avais, là, Maurice, un mec super sympa. Sa passion, c'est les maquettes. Et lui, on le force à trier des patates. Et il n'a rien à foutre de trier des patates, ça ne sert à rien. Et donc, on est dans cette morale-là. Dans cette morale, on n'en sort pas de cette honte d'être au chômage, cette honte de ne pas avoir d'emploi. Bah, il est temps que la honte change de camp. Parce que la honte, c'est la mort sociale annoncée de millions de gens. Tu parlais tout à l'heure, Yann, tu as dit, moi si j'avais pas eu le concours, j'étais en fin de droit, voilà. J'étais en fin de droit, j'étais dans la merde, etc. Bah, effectivement, à quelques points, si tu n'avais pas eu le concours, peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait été bien que tu aies quand même une prolongation d'assurance chômage. Là, effectivement, on parle beaucoup des intermittents de l'emploi parce que vous comprenez qu'ils ont grillé leurs droits pendant le Covid et puis là, ils n'ont plus rien. Mais on n'a pas beaucoup parlé des chômeurs en fin de droit. Et le mec qui est au chômage depuis 2 ans, il est en fin de droit et là, comment voulez-vous qu'il retrouve un boulot? Celui-là, c'est terrible. C'est terrible et lui aussi va avoir encore plus honte. Parce qu'il va se passer de chômeur avec une indemnité au minimum le SMIC à RSAS, donc il va avoir encore plus honte. Et il est vraiment temps que la honte change de camp. Et je ne dis pas qu'il faut se revendiquer chômeur, mais en tout cas, il ne faut pas en avoir honte. Oui. Juste pour finir, juste sur ça, pour continuer juste sur la honte là, quand une ex-voix officielle du ministère du Travail, en la personne, pour ne pas le citer, de Marc Ferracci, on était présent, il nous a reçus. On lui dit qu'il y a des personnes en fin de droit qui souffrent. Sa réponse, c'est quoi? Il y a 600 000 offres d'emploi à Pôle emploi.
pour aller faire la cueillette de tomates ou je ne sais pas quoi. Donc, ce qu'il nous demande, cette personne-là, c'est balayer d'un revers de main 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie, restauration ou je ne sais pas quoi, pour aller ramasser des patates. C'est pas du dénigrement vis-à-vis d'autres personnes qui font ce métier noble. S'il n'y avait pas ces personnes, on ne mangerait pas, on ne ferait pas nos courses. Mais comprenez, on ne peut pas vous demander à vous, vous êtes depuis 20 ans ou 30 ans dans le spectacle, du jour au lendemain, en claquant du doigt, vous allez vous retrouver à faire autre chose. Et c'est ça la réponse d'un conseiller spécial du ministère du Travail. C'est affligeant. Ouais, quelques petits commentaires. Juste pour faire le lien avec ce que tu disais, Hassen, s'il y a des emplois disponibles, c'est pas forcément que les chômeurs ne veulent pas de ces emplois, mais il faut savoir aussi qu'il y a des employeurs qui ne veulent pas des chômeurs. Hein, merci à tous les deux, et ce que disait Samuel était très intéressant, donc je pense qu'on peut être copains. Maintenant, quelques précisions quand même, hein, pour rétablir certaines vérités. Quand tu dis on est dans un système qui ressemble à de l'épargne, on cotise un an, et on a... Ouais. Ah ok, donc je m'adresse à Mathieu Grégoire. Si tu touches pendant un an de chômage, si tu touches 1 000 € par mois, tu n'as pas cotisé 1 000 € de CSG évidemment l'année précédente. Donc non, on n'est pas totalement dans un système d'épargne, on est encore dans un système assurantiel, mutualisé, etc. Quand tu dis réforme après réforme, ça n'a cessé de se dégrader, c'est faux. Clairement. Non, Samuel, c'est faux. Il y a eu notamment la Convention de 2017. À l'époque, c'était encore quelque chose de démocratique. On écoutait les partenaires sociaux. On est passé de 910 heures à 610 heures. On est passé de 910. Non, on est à 610. On était à 610 et là on est retourné à 910, je crois. Hein. Mais attends, Yann, il y a une chose que tu oublies. 2017, tragédie pour eux, suppression de l'annexe 4. Donc la suppression de l'annexe 4 n'a aucune compensation. Non, mais attends. Le rapport, il est laisse-moi terminer, s'il te plaît. Tu réagiras après. Donc on est passé pour tout le monde, de 6 mois d'affiliation à 4 mois d'affiliation. Pour le rechargement, on est passé à 150 heures. Hein, alors, oui, je sais bien, mais c'est pour dire que c'est pas vrai de dire que réforme. Tu réagiras après, s'il te plaît, Samuel. Réforme après réforme, ça s'est dégradé. Non, il y a eu des progrès différents et puis peut-être aussi le contraire du progrès, des régressions. Plus de régressions que de progrès. Samuel, j'ai pas terminé, merci. Sur le cumul salaire-chômage. Et ça, c'était avant la Convention 2017. Fut un temps, quand on travaillait partiellement, on ne pouvait pas dépasser le montant de son allocation chômage mensuelle, maximum. Dans une convention, alors je ne sais plus laquelle exactement, mais il a été instauré un petit bonus, par exemple, qui fait qu'on gagne plus au total à travailler un petit peu qu'à ne pas travailler du tout. Sur la démission d'un CDI qui est de moins de 17 heures par semaine, c'est pareil, il a été instauré, et là aussi je crois que c'était en 2014, sur la Convention 2014, il a été instauré le principe qu'on puisse démissionner d'un emploi, d'un petit emploi, on va dire, à moins d'un mi-temps, sans être pénalisé par rapport au versement de ses allocations. Donc il y a eu des progrès. Par contre, on est tout à fait d'accord, on est tous d'accord que le règlement, qui n'est plus une convention, qui est un règlement décrété par le gouvernement, était quelque chose d'aussi brutal qu'imbécile. Et là, je vais rejoindre donc ton secteur d'activité, Hassen. On a eu un décret d'application sur une convention, c'était en 2009, pardon. Ça remonte un petit peu. Ce décret d'application frappait déjà à l'époque très durement les saisonniers qui se retrouvaient avec des tout petits taux d'indemnisation. Eh bien, résultat, de saison en saison, d'été en hiver, en été en hiver, les employeurs ont eu de plus en plus de difficultés de recrutement, puisqu'il n'était plus possible de survivre pour les saisonniers entre deux saisons. Et du coup, ils ont abandonné ce métier, ou en tout cas abandonné le principe
de la saison. Et donc là, on s'est rendu compte, tout le monde s'est rendu compte que c'était une bêtise. Eh bien, on nous a ressorti cette bêtise, le gouvernement nous a ressorti cette bêtise. Donc est-ce que c'est par manque de compétences et de connaissances de l'historique de l'assurance chômage? Je ne sais pas. Mais de toute évidence, et là c'est un discours qui peut être tenu pour sensibiliser le MEDEF, la CGPME, etc., de toute évidence, on allait se retrouver, on va, si jamais au 1er janvier, effectivement, on nous ressort ce truc infâme, on va avoir de saison en saison de plus en plus de difficultés de recrutement chez les hôteliers restaurateurs et les touristes, du coup, auront de plus en plus aussi de difficultés à être servis rapidement, etc., évidemment. Juste un dernier truc par rapport à la honte. Il y a aussi des chômeurs qui ne veulent pas parler publiquement parce qu'ils ont peur de représailles, oui, de Pôle emploi. professionnelles, bien sûr. Alors, par rapport à ça, je peux vous rassurer et vous dire qu'il n'y a aucune peur à avoir, aucune crainte à avoir. Il n'y a pas, et de toute façon, encore une fois, c'est interdit, vous pouvez le vérifier dans votre dossier, dans le bloc-notes notamment du dossier. J'ai vu de temps en temps des petites mentions subjectives et peu, flatteuses pour les personnes. Bon, de temps en temps, des gens qui s'étaient montrés très agressifs, etc. Bon, quelque part, c'était une manière là de nous prévenir, attention, cette personne est potentiellement dangereuse. Bon, mais en tout cas, il n'y a pas de blacklistage, il n'y a pas d'acharnement qui est fait contre un chômeur qu'on aurait vu dans les médias, etc., etc. Au contraire, parfois, et nous on le regrettait entre conseillers, parfois c'est celui qui gueule, qui est limite un peu violent, qui va obtenir très rapidement la résolution de sa problématique. Et là, c'est un peu inquiétant, c'est pousse au crime, pousse à la violence, mais en tout cas, il n'y a pas de représailles du tout. Donc il ne faut pas avoir peur de Pôle emploi pour aller manifester, pour parler dans les médias, etc. Merci Yann. Moi, je vais reprendre 3 points, Yann. Convention, représailles, et pour schématiser, je vais faire un petit truc, inverser la pyramide. Je vais être très factuel. Durant toutes nos rencontres, nos échanges avec les autorités, le gouvernement, les politiques, énormément de députés et de sénateurs ont fait des interventions dans les 2 assemblées, dans les 2 chambres. La réponse qu'ils nous ont donnée, toutes ces personnes-là, on ne peut pas vous aider parce que vous n'avez pas d'annexe. On ne peut pas débloquer un budget ou prévoir vous sauver la vie avec une année blanche parce que vous êtes noyé dans la masse et que vous n'avez pas d'annexe. Et ça, c'est de la régression. Le fait d'avoir supprimé une annexe, eh ben, on se retrouve dans cette situation. Il y a beaucoup plus de régression que de progression. Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure de la sécurité sociale. L'objectif de ces politiciens, de toutes ces politiques libérales, tout le monde connaît la sécurité sociale, comment elle fonctionne. La sécurité sociale, elle rembourse pratiquement, je vais schématiser, 70% de vos prestations médicales. Et vous êtes obligé de prendre une mutuelle pour compenser les 30%. L'objectif de toutes ces politiques libérales et de tous ces gouvernements, c'est d'inverser la pyramide. D'accord? C'est que la sécurité sociale va assurer les 30% et que vous allez dépenser les 70%. Et c'est la même politique qu'ils veulent imposer à tout. Ils sont en train de grignoter tous nos droits sociaux. Ils l'ont fait avec la sécurité sociale, de façon insidieuse, calmement, gentiment. Ils vont le faire avec l'assurance chômage. Les représailles, moi j'insiste, si, il y a des représailles. Quel intérêt demain, moi qui suis devant les caméras, qui monte au front, qui gueule, là je suis gentil parce que je veux être gentil avec vous. Je ne veux pas m'énerver ni être désagréable. Mais je sais être désagréable avec des personnes en face de moi, en l'occurrence, par exemple, ceux qui gouvernent, par exemple. D'accord? Donc, mon employeur, les différents hôtels et traiteurs, quand ils vont voir Asenazem sur YouTube ou sur Facebook en train de gueuler comme ça, il n'a aucun intérêt à me réembaucher. Donc, c'est des représailles. Pour l'emploi, c'est la même chose, pareil. Comme bizarrement, on ne m'a jamais appelé pour un entretien faire le point. Depuis, je suis au chômage depuis 2014.
Je suis en extra depuis 2014. À part le premier entretien que j'ai eu quand je me suis inscrit, j'ai jamais été convoqué par un conseiller. Quand par hasard, on m'appelle début juillet pour faire le point avec monsieur Hassen Azem. Où vous en êtes? Et on me fait la pression. Au quotidien, maintenant, je reçois des offres d'emploi. Au quotidien, comme par hasard. Comme par hasard, monsieur Azem est le porte-parole du CPHRE. Donc, il y a des représailles, de part et d'autre. De part et d'autre. Je suis arrivé au bureau de Ferracci, ils nous connaissaient. Donc, il y a des représailles. Les RG me connaissent. Mon employeur me connaît. Donc, il y a des représailles. Ça, c'est clair, net et précis. Et j'insiste qu'on est dans une période sociale où on va de pire en pire, une régression. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il faut que nos conquis sociaux, comme disait Ambroise Prosa, pas les acquis, il faut qu'on les sauvegarde à tout prix. Mais vraiment à tout prix. Et moi, au-delà du fait que les employeurs auront du mal à trouver des extras, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'entre-temps, il y aura énormément de personnes qui vont manger des cailloux. Parce qu'il n'y a pas de travail. Ils ont des enfants, il y aura des divorces, il y aura des suicides. Ça dépend de l'état psychologique et la force mentale de tout un chacun. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Avant que la reprise économique arrive au printemps prochain, ou si ce n'est plus, pour que l'activité redémarre normalement et qu'on retrouve nos heures de travail qu'on a habituellement l'habitude de faire, ben, il y aura des drames qui vont se passer entre-temps. Et le gouvernement est au courant de ça. Ça serait un mensonge éhonté de dire que le gouvernement, au jour d'aujourd'hui, n'est pas au courant. Ils sont au courant. Ils ont les statistiques. Ils savent, mais vraiment tout sur ces 2,5 millions qui travaillent dans l'intermittence de l'emploi. Mais vraiment tout. Il y a des politiques qui les sensibilisent au quotidien, des députés et des sénateurs. Il y a un manifeste pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui leur a été adressé. Il y a des collectifs qui sortent dans la rue, qui gueulent, qui font des sittings, des manifestations. Les RG sont au courant, les politiques sont au courant. Donc, s'ils persistent dans l'ignorance, c'est qu'ils veulent créer ce marasme social qui va nous mener, je ne sais pas où, peut-être au désastre. Un mot pour répondre à tes remarques. Je dirais que c'est dommage, mais tu te fais avoir exactement comme la CFDT s'est fait avoir ou comme les partenaires sociaux. Certains partenaires sociaux se sont fait avoir. Et la démonstration de Mathieu et de Claire Vives est lumineuse. Je t'invite à lire ce rapport. Soit la synthèse qui fait 5 pages, soit le rapport en entier qui fait plus de 100 pages. C'est lumineux. C'est-à-dire que tu peux toujours dire oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Moi, je te dis que le rapport est absolument incontestable. Parce qu'il est scientifiquement établi avec des chiffres et que c'est exactement, tu donnes exactement les arguments de la CFDT. À savoir, oui, mais il y a eu ça, mais il y a eu ça, mais il y a eu ça. On s'en fout qu'il y ait eu ça, ça, ça. On veut voir globalement l'évolution. Quand on passe de 3 chômeurs sur 10, 3 chômeurs sur 10 pas indemnisés, à savoir de 7 chômeurs sur 10 indemnisés, à 4 chômeurs sur 10 indemnisés actuellement. Elle est où l'évolution? Alors tu peux dire, oui, il y a eu ça, ça, ça. On passe, je répète, de 7 chômeurs sur 10 indemnisés à actuellement à 4 chômeurs sur 10 indemnisés. C'est normal que dans ce pays, il y ait 6 chômeurs sur 10 qui ne soient pas indemnisés. Imaginez 6 Français sur 10 qui ne soient pas couverts par la sécurité sociale. Réforme après réforme, la CFDT, etc., a toujours mis en avant, oui, mais on obtient ça, etc., etc. Globalement, c'est exactement comme la réforme de 2003, où la CFDT, effectivement, disait, on peut faire le point sur 2003, intermittent du spectacle, avec les mêmes arguments que tu tiens. Hein. Non, mais 2003, c'est pas mal, parce que vous avez un mois de moins de franchise. Vous allez toucher beaucoup plus d'argent. Oui, si on occulte les milliers d'intermittents qui sont sortis du système par le durcissement des critères d'accès, on peut toujours prendre les points positifs. Tu parles de 2017, une tragédie 2017. Tu peux toujours mettre les points positifs de 2017. 2017, d'après le rapport de Mathieu, c'était une des plus grandes tragédies. Suppression de l'annexe 4. Encore une fois, cette suppression de l'annexe 4 ne touche pas l'emploi permanent. Encore une fois, ce que démontre Mathieu, oui, il y a peu d'évolution pour les CDI. Les gens qui sortent du CDI sont couverts de la même manière qu'il y a 25 ans par l'assurance chômage. En revanche, ceux qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui sont le plus à risque, qui sont le plus dans la discontinuité, eux
ont été de moins en moins et sont de moins en moins couverts année après année. Et le drame, c'est que c'est cette population-là qui ne cesse d'augmenter. Et donc, on crée une véritable tragédie sociale. Et comme par hasard, on s'aperçoit que le nombre de gens qui vivent en dessous du seuil minimum de pauvreté correspond exactement au delta des gens qui ne sont pas indemnisés. On a augmenté de plus de 2 millions de personnes avec les 2 millions de personnes qui ne sont plus indemnisées. Et donc, quand on voit que pendant le Covid, on admet que l'assurance chômage a été un amortisseur social essentiel, sinon l'État français n'aurait pas dépensé ces 50 milliards d'euros de chômage partiel. On a bien admis là que c'était nécessaire. Hein? Est-ce qu'on croit que sortie du Covid, la France n'est pas en période de crise? Eh bien moi je dis qu'effectivement, l'assurance chômage doit être le remède obligatoire, comme la sécurité sociale, de droit attaché à la personne pour éviter qu'on passe de 9 millions de pauvres à 10, à 11, à 12, à 13, à 14. Parce que c'est là ce qui va se passer. Le million de chômeurs supplémentaires, ça va agrandir encore le nombre de gens qui vivent en dessous du seuil minimum de pauvreté. Et pour voir ça, effectivement, lis le rapport de Mathieu Grégoire et Dr Vives, il ne faut pas prendre un élément ou un autre élément ou un autre élément, il faut prendre globalement et voir quelle est l'évolution. C'est le titre du rapport. Et l'évolution est désastreuse. Et ne t'inquiète pas que ce rapport-là a intéressé tous les politiques, puisque les députés et les sénateurs qui étaient là à la conférence l'ont tous réclamé. Marie-Georges Buffet nous a fait un retour comme quoi c'était extraordinaire, qu'elle n'imaginait pas une telle dégradation. Parce qu'effectivement, les retours des syndicats, c'est bon, on a obtenu ça, mais on a lâché ça là. Et pour elle, c'était un espèce de truc d'équilibre. Et elle n'imaginait pas le niveau de dégradation de l'assurance chômage. Elle n'imaginait pas que c'était à ce point-là. Et donc, je te ferai passer le Je vous manifeste coupe, pour une nouvelle messieurs, réforme de messieurs, l'assurance messieurs. On chômage. est vraiment à la bourre. Là, on avait une dernière petite question. On avait quand même une dernière petite question. Puis, allez, deux petites questions. Il faudra répondre en 2 ou 3 minutes parce qu'il y a un changement de programme. Les maternitantes seront tout à l'heure après la projection de la sociale, parce qu'on projette la sociale. D'accord. Alors, deux petites questions, rapidos, ou réflexions, questions. Moi, c'est une réflexion. Je ne sais pas si je vais essayer de faire le plus rapidos possible, mais pour repartir de ce que tu disais avant l'intervention précédente, sur la honte et sur les chômeurs en fin de droit. Moi, je revendique. Alors, je vais peut-être vous prendre un peu un rebrousse-poil. Moi, je ne suis pas intermittent. Donc, en fait, ma situation, j'organise mon intermittence. Je suis chômeur et je le revendique. J'ai toujours eu comme projet, même si j'aime pas trop le mot projet, ça a toujours été mon ambition professionnelle de travailler 2 ans pour cumuler 2 ans de droit et après faire autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, des fois, j'ai bossé 3 ans, j'ai eu 2 ans de droit, j'ai fait des études de sociaux, peu importe. Mais ça, je le revendique et depuis toujours, et c'est bien. Et je pense qu'effectivement, ça, sur la honte, je te rejoins, et ça permet de déconnecter complètement le travail de l'emploi. Moi, je me suis rendu compte que je ne travaille jamais autant que quand je ne travaille pas, en fait, que quand je ne suis pas employé. Et je travaille énormément, en fait. Et je vous passerai les détails, puisqu'il faut faire court. Mais justement, tu parles des chômeurs en fin de droit, et là, on relie. Comme moi, je ne suis pas intermittent, je suis là quand même parce que j'ai une notion. Des fois, je dis que je suis intermittent du spectacle en rigolant, en fait, hein, vu mon mode d'organisation. Je pense que l'intermittence n'est pas un bon mode d'entrée. En fait, pour sortir de l'ornière, alors c'est tout à votre honneur, intermittence du spectacle, de s'intéresser aux autres intermittents. Mais en fait, je pense que la question du travail est centrale et je trouve que le sort que tu fais à Frio est vraiment trop rapide parce que le travail, je crois que c'est fondamental. Et tu l'as dit à Seine, il faut vraiment repenser le mot travail. On passe beaucoup de temps à repenser des trucs complexes. Enfin, Bernard Stiegler est mort il n'y a pas longtemps, il a inventé des mots très compliqués. Ça m'a frappé. Je crois qu'il faut redonner du sens au mot simple. Et le mot travail, on doit le recharger d'un sens profond. Et Bernard Friot fait ça.
Je suis d'accord. Oui, hein, oui, je suis je un sais fan de bien que tu es Bernard. d'accord. Je sais bien que tu es d'accord, mais je trouve que tu lui fais. Je parle je Oui. parlais des solutions. Mais Oui, voilà. mais si tu veux, ce dont il parle, lui, il retrace tout l'historique, et Je sais. Ambroise Croizat notamment, et c'est lié à des choses qui existent. Et le travail, il faut étendre le champ du travail. Il y a deux options. Soit c'est la fin du travail, comme disait Jérémy Rifkin il y a 20 ans, et ça, c'est un monde. Si tu veux, moi, j'ai fait des liens aussi récemment avec les animaux, parce que Jocelyne Porcher, qui réfléchit à ces questions-là, qui est vent debout contre le véganisme, qui est une idéologie connectée au transhumanisme, elle explique que les animaux travaillent en fait, et comment les animaux ont été exclus du champ du travail, et comment on les a traités depuis comme des choses et instrumentalisées. Et c'est ce qui est en train de se produire avec les humains en fait. En fait, en partant plutôt du travail que de l'intermittence. Alors, je sais, c'est compliqué pour vous, vous êtes intermittent, mais la reconquête de redonner du sens au mot travail, je pense que c'est par là qu'on arrive à parler à tout le monde, et pas opposer un peu, comme tu le fais des fois dans tes discours, les gens qui sont dans l'emploi stable aux autres. Tu vois, mais c'est le ressenti que j'ai eu. J'imagine bien que c'est pas la volonté. C'est un parallèle qu'on fait entre les personnes. On n'oppose pas du tout les CDI à l'intermittence de l'emploi, mais on fait juste le parallèle. Nous, par exemple, on a fait un manifeste, le CPHRE a fait un manifeste au tout début de la création, où il y a un tableau explicatif, les avantages d'être en CDI et les désavantages d'être dans l'intermittence de l'emploi. Mais on n'a rien, on n'a absolument rien. Donc on ne montre pas du doigt nos amis qui sont en CDI, quoi. Et juste, vous revendiquer l'intermittence de l'emploi, ça ne veut pas dire qu'on nie la permanence du travail. En fait, au contraire, c'est justement parce que il y a cette intermittence de l'emploi, mais qu'il y a une continuité de revenus, qu'on reconnaît la permanence du travail. Et par exemple, moi j'interviens dans une association qui demande beaucoup de travail et qui est extrêmement chronophage. J'interviens bénévolement. On est quasiment que des intermittents du spectacle ou des retraités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est les seuls à pouvoir se le permettre de passer des heures à bosser sur des dossiers bénévolement, etc. Parce qu'on a cette continuité de revenus, retraités ou intermittents du spectacle. Juste, il y a une catégorie de personnes dont on n'a pas du tout parlé et qui va être extrêmement impactée, et qui est extrêmement impactée aussi par ces projets de transformation sociale, sont ceux qui n'ont jamais travaillé, qui sortent des études là. Moi j'en connais plein. Les apprentis qui arrivent sur le marché. Et là, ceux qui arrivent sur le marché du travail, ils n'ont rien, ils n'ont jamais cotisé, et ils n'ont aucune ouverture pour rentrer dans l'emploi. Et là, c'est vraiment une frange de la population. Alors je ne sais pas si elle peut être chiffrée, comment elle peut être chiffrée, mais qui me semble très énorme et qui est complètement oubliée. Pour répondre à ta question, le gouvernement a mis en place des aides spécifiques, et pour finir, parce qu'apparemment il faut que diffuse le film La Sociale, le gouvernement a mis en place des aides pour tous ces apprentis qui arrivent sur le marché à partir du mois de septembre. Ils encouragent au fait les entreprises avec des réductions fiscales et des avantages et tout ce qui s'ensuit pour embaucher davantage d'apprentis. Mais ceux qui ont fini leurs études, tu vois, parce qu'effectivement pour les apprentis il y a plein de choses qui sont faites, mais ceux qui ont fait d'autres études et qui ont fini leurs études se retrouvent là avec rien du tout et aucune perspective, quoi. Merci à vous et bon film. Merci.